les esprits, les idées, les bonnes feuilles s'envolent comme chaque dimanche soir autour de 22h30 pour se poser sur notre plateau et vous inviter au voyage à travers cette grande manifestation entièrement dédiée à cet objet de désir et de plaisir qui s'appelle donc le livre. 24e édition du Salon international du livre, deuxième et dernière partie ici sur le plateau de Culture Club où nous invitons encore une fois les faiseurs de sens. Et ce soir nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir sur notre plateau Halfdan Frejo. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit cet ouvrage qui a bouleversé l'animateur que je suis. On va en parler tout au long de l'émission. Ça s'appelle Cher Gabriel, paru aux éditions Balzac. Alors, Halfdan Frejo, vous êtes norvégien, vous êtes né à Mexico, vous êtes un véritable nomade. Hein. Vous avez partagé vos années de jeunesse entre la Norvège, l'Espagne et la Belgique, aujourd'hui à Alger, pour la première fois. Vous avez d'abord travaillé comme reporter, traducteur et critique littéraire, avant de cofonder la maison d'édition norvégienne Front Forlag. Alors, justement, de l'exploration de votre vie intime et familiale est né votre premier récit que j'ai entre les mains, qui s'appelle Cher Gabriel. Cher Halfdan Frejo, bienvenue à vous sur notre plateau. Merci encore une fois d'être avec nous et de veiller bien tard ce soir. Et elle est également aujourd'hui de retour à travers un quatrième ouvrage. Elle a commis son premier roman sur lequel nous reviendrons ce soir. Un jour, tu comprendras. Qu'est-ce que nous aurons à comprendre? Comment a-t-elle réellement approché cette éternelle exilée qui n'est autre que Fatma Ait Messoul Amrouche? Elle n'est autre que notre deuxième invitée, c'est Mariam Gemmesh. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être avec nous, Mariam Gemmesh. Alors, vous êtes une animatrice radio très connue. Hein, on partage le micro, vous et moi, depuis de très longues années. Vous avez produit et vous avez également animé des émissions culturelles et de divertissement. Et en parallèle, vous avez collaboré en tant que journaliste dans plusieurs titres de la presse écrite. Votre premier livre destiné aux enfants, Lotfi à la Casbah d'Alger, paraît en 2017 chez Casbah Éditions. Et puis, vous êtes toujours chez Casbah, vous avez écrit un autre livre, Lotfi au Palais d'Ordaou et Jelhamia, Lotfi au Mausolée Royal de Mauritanie, et passionné de littérature et d'écriture. Ce soir, vous nous donnez à lire, ou à relire du moins, à approcher les univers, mais d'une violence, souvent tourmentée, de cette femme qui habite toujours, encore une fois, nos mémoires tourmentées. Merci d'être avec nous, Mariam Gemmesh. Un jour, tu comprendras, biographie romancée de Fatma Ait Messoul Amrouche, c'est paru aux éditions Balzac et c'est présent chez les bons libraires. Et puis l'Afrique toujours et encore, rappelez-vous de l'organisation de la première édition du festival panafricain, c'était en 1969, vous n'y étiez peut-être pas encore, voilà, on n'a pas été témoin de tout cela, du moins pour celui qui vous fait face. Nous allons en parler, un rendez-vous incontournable où toutes les Afriques ont dialogué, se sont rencontrées, ont confronté leurs idées, et bien pourront parler ce soir, toujours à l'occasion de la tenue du 24e Salon international du livre. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Seydou Nourou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes le directeur des éditions Papyrus Afrique. Il est question de plusieurs Afriques et même nous sommes africains, mais nous l'oublions très souvent, cela dit en passant. Vous êtes dans l'édition, vous êtes dans la traduction, vous êtes dans la diffusion. Et bien justement, votre rapport à l'Algérie, il a commencé en 1970, j'ai entendu dire. Depuis, vous n'avez jamais pu couper le cordon ombilical. Alors, en matière de traduction, en matière de visibilité de nos auteurs africains, il en sera question tout au long de l'émission. Et puis l'organisation de cette 24e édition serait-elle, comment dire, une véritable opportunité pour parler d'un rachat de droits, de dialogue, de voyage de tous nos auteurs africains? Eh bien, vous allez répondre à cette question et à bien d'autres tout au long de l'émission de ce soir. J'espère que l'animateur que je suis ne lui a pas provoqué une forme de, j'allais dire, d'allergie à notre quatrième et dernière invitée. Il s'agit de Samia Zenadi. Bonsoir. Bonsoir. Directrice des éditions APIC. Un plaisir de vous avoir. Presque 15 ans d'existence. Et puis, quelle moisson de livres vous nous avez ramené ce soir. C'est réellement ça l'avantage quand on fait ce métier, avoir des livres tout au long de l'année et en plus gratuitement à offrir avec nos téléspectateurs. Merci en tout cas d'être avec nous, Samia Zenadi, je le rappelle, directrice des éditions donc APIC. 24e édition du Salon international du livre, il en est également question. Questions, réactions et suggestions, la page Facebook de l'émission, je le rappelle encore une fois, cultureclub@entv.dz. Rebonsoir Halfdan Frejo. Je le rappelle encore
une fois, cher Gabriel, c'est une longue lettre d'amour à votre fils, atteint de trisomie. Non, et je vais il est autiste. D'autisme, pardon. On va en parler d'autres maladies, bien sûr, d'autisme. Alors, votre livre m'a parlé à plus d'un titre. Moi, je vais vous faire une confidence, comme j'aborde les dernières émissions ce soir sur Canal Algérie. Je peux tout dire, cela dit au passage. J'étais en totale empathie avec votre texte, hein, quand vous parlez à votre fils, quand vous lui parlez de votre amour, de votre passion pour lui, de vos questionnements, de vos doutes et parfois même de vos épuisements. Je me suis retrouvé parce que j'ai également perdu un père il y a de cela quelques mois. Et chez nous, dans le Maghreb et en Algérie, on ne dit pas ces choses-là. On ne parle pas d'amour. Nous ne nous mettons jamais à nu. Et j'aurais voulu tenir un livre comme le vôtre et dire tout mon amour, toute ma passion pour ce père disparu, pour cette longue lettre à l'absent. Votre livre, je le disais encore une fois, est un véritable témoignage bouleversant, nourri d'amour, de passion, comment dire, un véritable coup de cœur. C'est un poignard dans le cœur, pratiquement. Mais un ouvrage que vous avez mis pratiquement des années à écrire. Oui. Pour quelle raison? Parce que quand mon fils avait 3 ans, il a été diagnostiqué avec autisme. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était l'autisme. J'ai lu des maîtres de littérature sans apprendre grand chose. Et étant éditeur et traducteur, écrivain, pour moi, essayer de comprendre mon fils et comprendre cette différence fondamentale qui était en lui, c'était par l'écriture. Et puis je me suis demandé comment faire ça. Je voulais pas comment l'aborder? Oui, je voulais pas faire seulement un témoignage. Je voulais. Enfin, je me suis dit, si je lui écris une lettre, ça va me forcer à être honnête. Ça va me forcer à me dévoiler moi aussi un peu, parce que je voulais le comprendre, mais je voulais aussi me comprendre face à lui. Parce qu'il y a eu ce questionnement, toutes ces questions qui vous ont nourri, le pourquoi, du comment, et de quelle façon pénétrer son monde. Si ça peut se faire, au degré où ça peut se faire, oui. Vous avez presque inventé un mode de vie concernant ce cher Gabriel Halfdan Frejo. Je ne sais pas si je l'ai inventé, mais... un mode de vie. Ouais. C'est un peu comme tous les enfants. Je crois qu'on en invente un pour chaque enfant, mais avec un enfant avec un trouble pareil, c'est plus difficile et c'est différent. Mais je dois dire aussi que j'espère que je lui ai appris quelque chose, mais il m'a appris beaucoup de choses, notamment comme écrivain. La précision, le concret, écrire... vous savez, c'est une lettre adressée à un enfant, mais elle n'est pas envoyée par la poste, elle est publiée en forme de livre pour adultes. Alors cet équilibre était un peu difficile, j'espère que j'y suis arrivé. Et vous écrivez, je le rappelle encore une fois, Halfdan Frejo, ça s'appelle « Cher Gabriel ». Vous lui parlez et on vous entendrait presque. Vous lui dites à la page 13 « Tu me dévisages avec ton regard si ouvert que tu poses un peu à gauche au-dessus du mien. Un regard si grand et en même temps si lointain que je n'arrive pas à le saisir et à savoir ce que tu vois. Alors, un ailleurs que je ne connais pas, et où je ne peux ni t'atteindre, ni savoir comment tu vas, si tout te va mal là-bas, là-bas aussi rien n'y a d'importance, si seulement un endroit où tu as eu lieu. Puis tu cries un énorme oui, et tu t'enlaces. Tout d'un coup, tu as une présence dans le regard, et tu es accessible, comme si tu avais oublié d'avoir peur, oublié qu'on t'a trompé, oublié qu'on t'a menti, peut-être. Ouais. Ce dialogue permanent et nourrit ces pages de la première à la dernière. Mais en fin de compte, à un moment donné, est-ce que vous avez senti que votre lettre, que votre message, que votre regard a été compris? Par Gabriel, vous voulez dire? Bien sûr. Je ne sais pas. Il n'a jamais lu le livre, mais il a écouté en version audio. Et après, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, bien. Et c'est typiquement autiste, il ne voit pas le besoin d'ajouter toutes les autres paroles. Et c'était pour lui un grand compliment. J'ai compris qu'il l'a bien aimé.
Mais à un moment donné, vous étiez également dans cette question-là. Est-ce que vous êtes réellement arrivé à décoder ses réactions et surtout à pénétrer sa personnalité? Parce que ce qui est extraordinaire dans cet ouvrage, et je tiens à le préciser, vous avez échappé à toute forme de pathos. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a également de l'humour. Ah ouais. Oui. Il y a beaucoup d'amour, comme il y a, j'en suis sûr, envers tous les enfants, mais il y a c'est un amour mélangé avec l'incompréhensibilité, parce que il y a une différence chez lui que je ne sais pas si j'ai pu pénétrer. Tout le livre est en fait, j'essaye de le comprendre, c'est ça, et de faire que lui me comprenne à moi aussi. Parce que, vous savez, ma vie vaut aussi bien que sa vie, la sienne. Tout à fait. C'est très facile quand on a à voir avec un enfant troublé de jeter tous les égards à autre chose et seulement s'occuper de lui et s'oublier soi-même, ce qui n'est aussi pas bien. Alors, encore une fois, cet équilibre, je dois... C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, on essaye de prendre le large pour mieux revenir et affronter la réalité. Halfdan Fredo. Non, c'est vrai. Je crois que 90% des couples qui ont un enfant autiste ou autrement troublé se divorcent. Ouais. Ils n'arrivent pas à vivre ensemble. Heureusement, sa mère et moi avons réussi, mais c'est la seule manière dont on a réussi, c'est de se laisser l'autre partir. Elle prendre le large, s'éloigner. S'éloigner. Dans ce paysage sauvage, il faut le dire, parce que la nature est presque également un personnage dans votre ouvrage, d'une beauté extrême. La nature, comme les paysages, change d'une heure à l'autre, un peu comme l'humour, nous allons y revenir, de votre fils, de votre femme, de vous et de votre fille. Oui, Gabriel. Heureusement, on a déménagé de la capitale, Oslo, jusque dans cette île à cause d'autres problèmes. Mais heureusement, parce que Gabriel avait 6 mois, on ne savait rien de ses troubles. Et si lui avait eu son enfance dans une grande ville avec tout le chaos et les sons et tout ça, il aurait été dans une situation pire, j'en suis sûr. Mais ce paysage extrêmement ouvert vers l'Atlantique du Nord, en Norvège, est très compatible avec lui. Il se sent calme et c'est son paysage. Des questions toujours et encore. Cher Gabriel, je le rappelle de notre invité, Halfdan Fredo, je ne me pose pas la question parce que je ne m'attends pas à une réponse de ta part. Je pose la question parce que moi aussi, je me sens perplexe et rempli de doutes. Je pose la question parce que je ne sais pas toujours ce qui est le plus important, parce que les grandes et les petites choses s'entremêlent. Je pose la question parce que le temps passe, même s'il semble parfois s'arrêter, et que j'aimerais l'utiliser à tant d'occupations. Je me pose la question parce que l'amour est puissant et le chagrin profond, et que tous deux occupent tellement de place que je ne sais pas trop ce que je dois en faire. Je pose la question parce que je te regarde, une douce journée d'été, assis tout seul dans l'herbe, contemplant parfois une heure sans fin, un pissenlit jaune comme un œuf, et je ne sais pas à quoi tu penses. Les questions, encore une fois, habitent vos pages. Il y a également les constats. À un moment donné, vous ne parlez pas de violence. Attendez, les enfants sont extrêmement violents entre eux, au passage. Et vous n'en avez pas du tout parlé. Tout au contraire, vous découvrez que les enfants avaient un amour inconditionnel également pour lui, Halfdan Fredo. Oui. Non, je n'avais pas besoin d'entrer dans les parties. Il faut se rappeler, c'est une lettre à mon fils. Ce n'était pas le lieu ni l'occasion pour lui rappeler de tout ce qui est mauvais dans la vie. C'est aussi, j'essaie de lui apprendre, de lui raconter ce qui est bien. Parce que pour lui, il n'a jamais connu une autre vie, évidemment. C'est sa vie à lui. Et il a besoin qu'on lui confirme que ta vie est bien. C'est la tienne, c'est celle que tu vas vivre. Et on ne commence pas par dire aux gens que non, ta vie n'est pas réussite.
Ouais. En fait, elle est réussite, mais seulement différente. Il y a aussi ces silences qui habitent votre rapport, qui habitent également cet ouvrage. Le silence est un autre personnage sur lequel nous allons revenir. Et vous écrivez « Je suis assis à contempler ma main, Gabriel, et tout ce qui est écrit. La plupart des choses sont illisibles. Elles sont écrites à toute vitesse dans une langue que je ne comprends pas. Une égratignure par-ci, une cicatrice par-là, une tache et un creux. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que nos mains sont des livres terminés avec lesquels nous sommes nés. 2 volumes dans lesquels se trouvent inscrites dans les lignes et les sillons toute notre vie avant même que nous la vivions, des encyclopédies que nous pouvons consulter pour savoir qui nous sommes et ce qui va nous arriver. Voilà pourquoi c'est si bon de tenir quelqu'un par la main, car ainsi 2 histoires se parlent comme lorsque nous roulons en voiture, moi devant et toi derrière. Il y a également une poésie qui ne veut pas dire son nom dans cet ouvrage. J'espère bien, il le mérite. Non, vraiment, il y a cela, mais j'ai aussi comme l'impression, je peux aussi me tromper, Dan Fréau, la mère n'est pas réellement présente, la fille non plus. On est dans une forme de huis clos entre Gabriel et vous. Pour quelle raison? Parce que c'est ma lettre à lui. Et je ne pouvais pas me mettre à la place de ma femme. Elle aurait écrit une toute autre lettre, ou de ses frères, ou sa sœur. Pour garder cet univers intime, je devais la réduire à moi, mon fils et le paysage et le chien. Ouais. Les 4 principaux personnages dans le livre. Une véritable pièce de théâtre. Hein. Ça, je peux vous le dire, dans chaque cher Gabriel. La nature, justement, nous allons en parler si vous le voulez. Vous disiez qu'il avait besoin de cette intimité, mais il était aussi très attiré par les gens, par les fêtes que vous organisiez dans cette nature inhospitalière, changeant d'une heure à l'autre. Je le rappelle encore une fois. Vous écrivez « L'hiver approche, il fait noir et froid, il pleut. Alors maman et moi avons eu une idée. Le repas dont tu as si souvent parlé, Gabriel, on va l'organiser. Invitons toute la famille et préparons tes plats favoris, desserts inclus, et décorons la maison pour la fête. Invitons tout le monde, 23 personnes et tout, petits et grands, et mettons une grande table à travers tout le salon parce que tous présents, pour tous puissent s'asseoir. Faisons du feu dans la cheminée, achetons des fleurs, allumons des bougies dans des chandeliers rutilants et mettons des torches dehors. Dressons la table avec notre plus belle vaisselle, l'argenterie et le cristal, mettons-nous sur notre 31, faisons un festin. Et il jubilait lorsque vous organisez toutes ces fêtes-là. Ouais. Il est comme beaucoup... Je crois que c'est une petite misconception, croire que les autistes ne sont pas sociaux. Leur problème n'est pas qu'ils n'aiment pas les gens. Le problème est qu'ils ne comprennent pas la vie sociale. Ils ne peuvent pas y participer en suivant les règles qui, pour vous et moi, sont naturelles, qui vont de soi. Mais dans cette histoire, ils aiment la fête, le dîner, toute la famille, mais ça devient trop. Parce qu'il ne comprend pas de quoi parlent les autres, ils parlent au-dessus de lui, ils ont des gestes, des coups d'œil, des signes qui sont complètement incompréhensibles pour lui. Et comme vous le savez bien, ça finit mal pour lui. Ouais. Parfois, il fait noir depuis plusieurs heures déjà. Parfois, le soleil est encore haut dans le ciel. Parfois, la maison est vide, à part nous deux. Et parfois, elle est pleine de vie et de joie, de musique et de voix. Pourtant, il faut toujours que tu te couches. Et chaque soir, ça te paraît injuste. Comment est-ce que vous êtes arrivé réellement à le rassurer pendant toutes ces périodes de crise ? Fait que ce qui marche le mieux, c'est aussi le plus simple, l'amour, la patience
et simplement l'amour. Et ces scènes, quand il se couchait, quand il était petit, ça a duré 1 heure et demie, mais ça m'a donné, à moi aussi, beaucoup. Mais ça l'a calmé. Et enfin, il s'est endormi. Je crois qu'on ne doit pas... C'est pas tellement compliqué. Mais là, on est réellement dans l'intime, oui. dans votre intimité. Oui. Vous vous mettez à nu, vous parlez de vous, de vos doutes, je le rappelle encore une fois, de vos blessures, de vos questionnements, de vos départs, de votre retour et surtout de votre rapport à la femme, parce que le couple, vous le disiez en début d'émission, parfois ne résiste pas à toutes ces turbulences. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que ça fait presque 30 ans que ça dure. Oh, 35. Mais... 35 ans que ça dure. Mais une des choses que Gabriel m'a appris, il m'a enseigné, c'est que je me croyais une personne tolérante. Il m'a montré que ma tolérance était en fait très superficielle. Que pour vraiment être tolérant, une personne qui accepte, il fallait aller beaucoup plus en bas, plus profondément. Et j'espère que ça m'a fait une meilleure personne. Vous savez, il y a également une chose, parce qu'on ne va pas tout dire hein, pour donner envie à ceux qui nous regardent ce soir d'aller pousser la porte de leur libraire pour demander votre ouvrage. Là, vous n'avez pas négligé la part du rêve dans cet ouvrage. Je m'y suis presque retrouvé lorsque vous lui parliez de pirates et de trésors. Ouais. C'est une chose extraordinaire pour les grands enfants que nous sommes. Oui, parce que lui, il vit dans un monde, il vivait dans un monde qui n'était pas très réel. Et pour le joindre, je ne pouvais pas le retirer de ce monde, c'est moi qui devais entrer dans son monde et jouer la part. Et vous portiez la voix de votre fils un petit peu partout dans le monde. Vous dites à la page 165, sans pourtant lire comment dire, la fin, encore une fois, vous dites « Ensuite, je dois lire un extrait. C'est la partie que je crains le plus, bien que je l'ai déjà fait tant de fois, car c'est étrangement intime de partager avec d'autres mes mots te concernant et qui te sont destinés. En même temps, et sans que cela me paraisse contradictoire, j'ai envie de le faire, car quand je me trouve devant le microphone, le livre à la main, et pose mes mains sur les phrases que j'ai écrites, même si je les connais presque par cœur, tu apparais si clairement devant moi et que c'est comme si nous y étions côte à côte. Comment dire, la présence de Gabriel est partout dans votre vie, même quand vous le quittez, lorsque vous portez sa voix aux quatre coins du monde, comme ce soir par exemple. Ça c'était une scène à New York où je faisais une présentation et évidemment il est une partie intégrale de moi et quand je parle de lui et j'essaie de lui expliquer aux autres, des fois c'est un peu comme il est là, à côté de moi. Ouais. Ce qui est également extraordinaire, il faut aussi le dire à nos téléspectateurs, c'est le langage qui est un vecteur de communication extraordinaire dans votre ouvrage. Le langage, décrypter, approcher, essayer de comprendre, parce qu'il comprend beaucoup de mots au passage. Oh, oui. Voilà. Il comprend beaucoup de mots, mais il insiste que les mots doivent être utilisés correctement, précisément. Et nous autres, quand on parle, on les emploie un peu comme ci, comme ça, et on s'entend. Mais pour lui, ça, ce sont des bruits qui cachent ce qu'on veut dire. Lui, il exige un langage qui est précis. C'est sa façon de maîtriser le monde. Toutes les choses ont un nom, il faut l'utiliser correctement. On appelle ça l'ingéniosité paternelle pour surmonter les épreuves. Mon cher ami. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fonctionne. Voilà, donc je le rappelle encore une fois, ça s'appelle « Cher Gabriel », bouleversant d'émotions, déchirant, un véritable coup de poignard dans le soleil, comme le disait si bien notre poète national, je le rappelle encore une fois, Jamal Amrani. C'est en vente libre chez les bons libraires. Merci d'avoir fait une halte sur notre plateau. Merci à vous, Karim. Merci. Voilà, je le rappelle, c'est paru aux éditions Balzac. D'autres livres, d'autres histoires, d'autres univers, tout aussi poignants, tout aussi déchirants, à travers notre deuxième invité. C'est Mariam Guemesh. Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous, Mariam Guemesh. Merci pour l'invitation. Un jour, tu comprendras. C'est une biographie romancée de Fatma Ait Mansour Amrouche. Je le rappelle encore une fois, c'est paru aux éditions Casbah lors de cette 24e édition du festival. Oui, c'est un festival international du livre. Au passage, parlez-moi de votre première lecture lorsque vous étiez adolescente. Vous avez vous aussi été bouleversée par cet éternel exilé. Eh bien oui, j'avais 17-18 ans et j'avais lu Histoire de ma vie, qui est la biographie de Fatma Ait Mansour Amrouche. Cette histoire m'a vraiment marquée et c'est resté dans un petit coin de ma tête. J'ai entendu dire que vous étiez presque en souffrance lorsque vous aviez lu son histoire. Une histoire qui m'a beaucoup marquée. Qu'est-ce que c'est que de naître hors mariage, enfant illégitime à la fin du 19e siècle en Kabylie? Qu'est-ce que c'est? Comment on affronte la vie? Quel chemin prendre? Et tout ça m'a vraiment bouleversée. Et quand je cherchais une idée donc, de roman, ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller vers ce personnage, vers cette femme courageuse, battante, et en faire tourmentée. J'ai comme l'impression, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, il y a une forme de malédiction sur cette famille. On peut dire ça comme ça, parce que déjà venir au monde en 1882, hors mariage, enfant de la honte, entre guillemets, enfant illégitime, ensuite donc connaître à cause être rejeté par la société, par la famille, connaître donc prendre le chemin des orphelinats et changer de religion. Voilà, à l'origine, sa maman Réni était musulmane. Normalement, si elle était née dans une famille normale, entre guillemets, elle aurait été musulmane. Donc, elle est devenue catholique. Ensuite, connaître aussi le chemin de l'exil avec son mari. Toute son histoire était un exil. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, parce que Fatma Ait Mansour Amrouche a eu 8 enfants, elle en a perdu 5, les uns après les autres, de son vivant jusqu'à Jean Al-Mouhoub Amrouche, qui est décédé en 1962. Donc, comment survivre à tout cela? Voilà. Comment est-ce qu'on réellement peut aborder cette vie tourmentée, terriblement violente, et y apporter un semblant de sérénité? À travers votre approche, à travers vos univers et vos écrits, est-ce que vous l'avez un peu... D'abord, elle est très humaine hein, dans cet ouvrage, comme dans l'histoire de ma vie, au passage, que je conseille à ceux qui nous regardent. Mais est-ce qu'à travers la littérature, vos univers, elle s'est enfin reposée et apaisée? Elle qui a tant souffert. Elle a beaucoup souffert, mais le ciment de sa vie, ça a été l'amour de son époux. D'abord, elle pensait ne jamais se marier, parce que... Le fameux Belkacem. Ah oui, ouais. Qu'il a repéré lorsqu'elle travaillait comme fille de salle à l'hôpital d'Ait Mengelet. Parce que lui était chez les pères et elle chez les bonnes sœurs. Exactement, et il l'a repéré. Et elle savait qu'elle allait jamais avoir un prétendant, parce que voilà, elle avait fini par comprendre que c'était une bâtarde. On lui a assez répété. Toute sa vie. Toute sa vie. Déjà, à 3 ans, on lui crachait dessus, on l'a frappé, disait, on l'insultait. Voilà, fille de haram, enfant illégitime. Donc, et puis finalement, elle trouve l'amour. Et ça, c'est un soleil dans sa vie. À travers un regard, parce que Belkacem Amrouche, qui était un Kabyle aussi catholique, Diril Ali, l'a regardé avec d'autres yeux, voilà, avec le regard de l'amour. Et ça a cimenté toute sa vie. Ils vont vivre 60 ans ensemble, avoir beaucoup d'enfants. Il n'y aura pas que de la tristesse. C'est vrai que la tristesse, elle est là. Le malheur est là. L'exil commence en 1909. Il va se prolonger pendant 40 ans. C'est un déracinement, c'est un arrachement. Mais il y a l'amour de ses enfants. Il y a l'amour de son mari. Il y a des moments de bonheur aussi. Parce qu'un peu plus tard dans sa vie, elle a son fils aîné qui est bien installé en France, qui aura une bonne situation et qui les accueille. Par exemple, pour l'exposition universelle de Paris, il y aura des voyages, il y aura des petits moments de bonheur et d'accalmie, je dirais. Alors, l'un des enfants terribles de la littérature algérienne, Kateb Yassine, faut-il également le dire, a préfacé Histoire de ma vie, encore une fois. Belkacem, le mari, ne voulait pas que ce livre paraisse, que ce livre sorte. Et quand il parle d'elle, donc justement, j'ai l'impression que son discours est plus actuel que jamais
aujourd'hui, à travers la montée des idées extrémistes et islamistes par la même occasion. Kateb Yassine qui écrit, je le cite, « Pour ma part, en signant cette introduction, j'ai tenu à être présent aux grands événements que constitue pour nous la parution d'un tel livre. Il s'agit d'un défi aux bouches cousues. C'est la première fois qu'une femme d'Algérie ose écrire ce qu'elle a vécu sans fausse pudeur et sans détour. Du plus profond de sa tombe d'exil en terre bretonne, Fatma semble nous dire « Algérienne, Algérien, témoignez vous-même, n'acceptez pas d'être des objets, prenez vous-même la plume avant qu'on se saisisse de votre propre drame pour le retourner contre vous. » Eh bien oui, en 1946, Fatma Ait Mansour Amrouche, qui était en exil, qui habitait à Radès, a écrit, elle s'est mise à table et elle a écrit sa biographie encouragée par Jean Al-Mouhoub Amrouche, qui l'a harcelée depuis plusieurs années, en lui disant « Maman, tu as vécu une vie pas comme les autres et puis tu peux témoigner, pas seulement de ta vie, mais de comment vivait-on en Kabylie à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est aussi voilà, un regard sociologique sur la société de l'époque. Et elle s'est résignée à le faire. Et quand elle a terminé, elle a montré à son époux. Et Belkacem Antoine Amrouche lui a dit « Non, 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 il n'est pas question que tu publies ça, en tout cas pas de mon vivant. » Et elle lui a dit « Ne te fâche pas, on va le mettre dans... » C'est ce que je disais à notre premier invité. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses. Comment tu vas parler de notre vie intime, tout ça? Non, non, ça ne regarde personne. C'est resté dans un tiroir. Et puis, voilà, sur son lit de mort, en juillet 1967, en Bretagne, elle apprend de la bouche de sa fille, Taous Amrouche, que son livre va enfin être publié aux éditions François Maspero. Et elle est très, très contente déjà. Et puis, sa fille lui ajoute, tu sais quoi, c'est Kateb Yassine qui va signer la préface, et Kateb Yassine lui a rendu elle lui a dit, hommage. j'espère que c'est quelqu'un de chez nous. Voilà, ça c'est on n'était pas là, mais c'est la fiction. Oui. Voilà, et on est dans le chemin du possible. Voilà, et Kateb Yassine a écrit que voilà, cette femme très courageuse qui a témoigné, qui a un défi aux bouches cousues, il lui a vraiment rendu hommage. Voilà. Quel bel hommage. Quel bel hommage que vous lui rendez également, parce que vous êtes également dans cette idée, dans cette réflexion de la transmission. Et elle a toujours travaillé sur la transmission de ce legs, Mariam Guemech. Oui, alors elle avait à cœur de transmettre, de sauvegarder le patrimoine kabyle, culturel. Vous savez, les contes, les berceuses, les légendes, tout ce qu'elle a hérité de sa mère, Aïni, qui est un personnage clé aussi de mon roman. C'était une femme très courageuse, libre pour son temps, battante. Elle a affronté toute la société. Veuve à 22 ans, elle a exigé de continuer à vivre seule. Ses beaux-frères ont voulu la déloger de chez elle, la chasser. Elle leur a tenu tête. Elle avait 2 enfants en bas âge. Elle a dit non, non, je suis capable de me prendre en charge. Quelle femme forte pour cette époque, pour cette société conservatrice, j'allais dire. Terrible. Et puis après... Nous sommes à la fin du 19e siècle. Voilà, et son frère aussi a rappliqué, lui dire tu vas pas rester toute seule à 22 ans, reviens à la maison, on va élever tes enfants. Et elle lui a dit non, pas question. Moi, je reste, je m'assume en tant que femme. Et le verdict a été terrible parce que son frère lui a dit je ne te connais plus, tu fais plus partie de la famille, ne cherche plus après nous. On te rejette. Hein. Il a renié catégoriquement, complètement. Ça a été très dur pour elle. Elle voyait sa mère en cachette. Aïni voyait donner des rendez-vous secrets à sa maman à la fontaine. Et le pire, c'est le jour du décès de la maman de Aïni, à l'enterrement. Elle a supplié pour assister aux funérailles, mais on lui a refusé ça. C'est terrible. Voilà. Voilà la société. Voilà. Et la violence terrible. Faut-il également dire, je le rappelle encore une fois pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver, Mariam Guemech est de retour à travers cet ouvrage. Un jour tu comprendras, et vous comprendrez le sens même du titre à la lecture de cet ouvrage. Je le rappelle encore une fois, une biographie romancée de Fatma Ait Mansour Amrouche, c'est paru aux éditions Casbah. Vous restituez la voix à Fatma Ait Mansour justement pour la livrer
à la jeune génération. Ça a été ça votre souci premier, Madame Gamache? Oui, c'était très important pour moi. Bon, alors l'ancienne génération, quand je discute avec tout le monde pratiquement a lu Histoire de ma vie. Mais les jeunes qui ont 20, 30 ans, ma propre fille ne connaissait pas cette histoire. Voilà, donc c'était important pour moi qu'ils découvrent quand même cette femme, poétesse, écrivaine, la première à avoir témoigné de sa condition de femme, c'est une féministe avant l'heure. La poésie qu'elle nous a transmis, les légendes, les contes, les proverbes, les berceuses, je voulais pas que ça disparaisse. Et voilà ma démarche aussi. Il y a eu également beaucoup d'anecdotes. Oui. Est-ce vrai, c'est inventé? C'est ça l'avantage, encore une fois, de l'auteur, de la romancière, que vous êtes cette histoire du petit chat qui s'appelle Fripouille. A-t-elle réellement existé? Oui, l'anecdote alors le Fripouille, c'est le nom. Fripouille, c'est moi qui l'ai trouvé, en fait. Mais le chat, mais le fait que Fatma Ait Mansour Amrouche et ses camarades ont mangé du rôti de chat en pensant que c'était un rôti de bœuf. Elles ont trouvé ça super et c'était une des sœurs qui leur a... parce qu'il y avait... c'était l'austérité, parce que... La vie était spartiate. Voilà, c'était la famine. Elles ont fait un bon repas, mais il est mal passé, ce repas. Ah, vraiment? Ah, vraiment, il n'est pas passé. Le pauvre chat. Ça a constitué une belle anecdote. Voilà, ça nous fait sourire en même temps. Oui. Alors, Fatma, vous le dites, a eu trop de malheur dans sa vie, folle de douleur. Elle ne parle plus qu'en poésie. Elle le dit, encore une fois, on l'entendrait presque. Je suis comme l'aigle blessé entre les ailes. Tous ses enfants se sont envolés et lui ne cesse de pleurer. Pitié au maître des vents, venez en aide à ceux qui souffrent. Je prie Dieu et les amis de Dieu pour que lui apparaissent en rêve les enfants qui sont allés. Puisqu'il ne les voit dans l'autre vie, alors peut-être il connaîtra la paix. Oui, alors ces poèmes ont été heureusement sauvegardés par les deux intellectuels de la famille, Jean Al-Mohoub Amrouche et Taous Amrouche, qui ont écrit des livres. Même Taous Amrouche a chanté tous ces poèmes. Tout à fait. Et il m'a paru important d'en sélectionner quelques-uns. J'ai aussi donné une part importante aux contes et aux légendes kabyles. J'en ai cherché aussi de mon côté, pas seulement celles qu'elle nous a transmis. Voilà, je voulais parler de ce patrimoine aussi. En 1967, la santé de Fatma se dégrade subitement. La nuit, elle délire en appelant ses fils un par un, puis elle convoque tous les fantômes. Paniqué, Taous téléphone à René. Il faut venir rapidement. Je crois que maman se prépare pour le grand voyage. En quelques semaines, Fatma a perdu 11 kilos. C'est à peine si elle parvient à articuler quelques phrases. Taous l'évacue vers l'hôpital de Saint-Brice en Cogles, c'est en Bretagne. Le jour même, elle reçoit une nouvelle qu'elle s'empresse de communiquer à sa mère. Maman, les éditions Maspero ont accepté de publier tes mémoires. Et devine qui en signera la préface. C'est quelqu'un de mon pays, n'est-ce pas? Répond Fatma d'une voix à peine audible. Oui, le grand Kateb Yassine. Je ne pouvais rêver mieux. Mon vœu va enfin se réaliser. Et ça s'appelle Un jour, tu comprendras. C'est à mettre entre toutes les mains. Et c'est paru aux éditions Casbah. Merci beaucoup, Mariam Gamache, je le rappelle encore une fois à travers cet ouvrage. Vos questions et vos réactions, bien sûr, sur cultureclub@entv.dz. Littérature, quand tu nous tiens, il en est également question ce soir. Seydou Nourou Ndiaye, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur des éditions Papyrus Afrique, édition, traduction, mais également diffusion. Et vous étiez presque ému à l'écoute et du premier ouvrage et du second de nos invités. Une idée de coédition ou de traduction serait-elle en projet? Oui, parce que en fait, l'histoire racontée me parle. J'ai un ami qui a un enfant autiste. Et voilà, je comprends mieux le drame qui est vécu par mon ami. C'est grâce à un auteur qui nous vient de la Norvège. Oui, d'un pays lointain. Un pays lointain. Mais c'est ça la magie de la littérature, hein. C'est de nous rapprocher tous les jours un peu plus. Absolument. Hein. Et je suis convaincu que cette ami, son épouse est canadienne, lui c'est un Sénégalais. Son épouse est traductrice.
Et voilà, je me dis que c'est un texte qui va les parler, qui va parler à mon ami Moustapha, qui va parler à son épouse Carole. Et c'est aussi extraordinaire parce qu'au moment où il est entré, j'étais en train de lire André Schifrin qui parlait de l'expérience de la Norvège en matière de livres. Comme par hasard. En matière d'édition. Oui. Et on se retrouve. Je crois qu'il y a un déclic, peut-être il y a des coéditions ou des traductions en langue africaine. Bon, nous publions principalement en langue africaine. Nous ne sommes pas une maison d'édition. Vous êtes dans presque le refus des langues françaises, de la langue française? Pas de refus, mais nous pensons... non, nous sommes plus dans la prise en charge des oubliés, oui, des marginalisés, de l'immense majorité... Parce qu'en Afrique, on est dans une forme de multilinguisme fort important. Oui, mais un multilinguisme important, mais il y a de grandes langues transnationales. Oui. J'ai plaisir à rappeler tout le temps à mes amis que Maba Diakhouba, un de nos résistants, après son décès, Mamandari, qui l'a remplacé, faisait ses sermons de vendredi dans 4 langues. Il faisait ses sermons en arabe, en pulaar, en peul, en wolof et en mandingue. En fait, toutes les révolutions qui sont passées chez nous, en réalité, ont quand même utilisé ces 4 grandes langues transnationales. Bon, nous publions en pulaar, par exemple, et nous sommes lus en Gambie, où la langue officielle est l'anglais. Nous sommes lus en Mauritanie, où la langue officielle est la langue arabe. Nous sommes lus en Guinée-Bissau, où la langue officielle est le portugais. Voilà. Donc, pour dire que nos langues transnationales portent plus loin que les langues du colon. Votre rapport à l'Algérie date de presque 50 ans, après l'organisation du premier festival panafricain. Parlez-moi de votre rapport aux littératures de cette autre version de l'Afrique, à savoir l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier. Alors, moi, je suis un produit de mai 68. Et vous êtes un juste, 68 ans. Mais j'étais très jeune. Mais après 68, donc c'est un peu le festival d'Alger, c'était la continuation en réalité. Ouais. Et toutes les grandes revendications. Et je vois encore Pathé Diagne, le linguiste, qui est un maître, qui est mon maître, qui était venu à Alger. Et après son passage à Alger, il a écrit son fameux livre Senghor, où la négritude servante de la francophonie. Donc un livre très critique à l'égard du président Senghor. Exactement. Il y a Cheikh Aliou Ndao aussi qui était venu à Alger. Et voilà, c'était un peu la frange militante. Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez traduit? Nos auteurs sont-ils réellement en dialogue aujourd'hui? J'aime bien Rachid Boujedra. J'aime tous les autres. Boujedra aussi a marqué les littératures africaines des années 70-80 voilà. jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et quand on parle de Boujedra, je me souviens de sa fameuse phrase la langue maternelle, c'est la maison familiale. Ouais. La langue nationale, c'est la maison familiale. C'est comme Kateb Yassine et lui qui disent en ces termes-là, j'ai tété la langue au sein de ma mère. Absolument. C'est une chose très, très importante. Voilà, donc il y a Boujedra, il y a Kateb Yassine qui nous parle. Et bon, donc voilà un peu, c'est la un peu jeune la génération, les plumes émergentes, est-ce que vous les lisez? Est-ce que vous les traduisez? Est-ce que vous les faites circuler justement jusqu'à arriver jusqu'au Sénégal? Bon, maintenant, il y a un déclic avec APIC. Nous sommes en train d'explorer
et de voir APIC a été l'une des premières maisons d'édition à travailler avec d'autres maisons africaines, à éditer, à coéditer. Absolument. Et c'est une maison très engagée. Bon, nous sommes pratiquement de la même sensibilité. Et voilà, nous sommes en train de voir. Maintenant, là, ça a été une bonne occasion de nous retrouver et de voir ce que nous devons faire dans l'immédiat et à moyen terme. Dans le concret, que vous a réellement apporté l'organisation du Salon international du livre qui a refermé ses portes pas plus tard qu'hier? Est-ce que vous avez racheté des droits? Est-ce que vous étiez en dialogue avec des auteurs? Est-ce que vous avez rencontré d'autres maisons d'édition? Parce qu'APIC aujourd'hui se trouve être la seule maison d'édition qui s'occupe des littératures africaines. Mais au-delà de cela, que vous a réellement dans le concret apporté l'organisation de cette édition entièrement consacrée et dédiée au livre? Cette édition m'a apporté la rencontre d'autres éditeurs en langue amazigh. Et des gens qui écrivent dans cette langue. Pour moi, c'est fabuleux. Et j'ai eu une rencontre hier avec des auteurs et je dois aller à Tizouzou pour rencontrer des lecteurs. Voilà, ceux qui lisent la langue. J'ai envie de les rencontrer, de leur parler. Et, voilà, et de voir maintenant comment mettre en place des passerelles. Et je rêve de publier en amazigh, de publier un livre en amazigh à Dakar. De quel auteur? Non, pour le moment, je ne peux pas dire. Là, on va faire le choix. Et ce sera un symbole de publier un auteur algérien de manière symbolique là à Dakar, et on va voir maintenant pour la diffusion comment s'organiser. En fait, c'est juste pour le symbole. 3 auteurs africains à lire impérativement. Vos conseils, mon cher ami, pour nos téléspectateurs. 3 livres présents au Salon international du livre et surtout en librairie ici en Algérie. Présents en librairie, oui. Il y a d'autres qui ne sont pas encore présents en librairie. Je pense au professeur Abou Bakri Moussa Lam, qui est un de nos auteurs, qui a été l'assistant du professeur Cheikh Anta Diop et qui a écrit de très beaux livres en langue peul. Qu'on est en train de traduire, et on envisage de les traduire en français, en arabe, en anglais, et j'aurais bien aimé que ces livres se retrouvent à Alger et que lui-même aussi vienne. Un égyptologue qui écrit dans sa langue. En tout cas, sachez, Seydou Nourou Diaye, je rappelle directeur des éditions Papyrus Afrique, que nos portes vous resteront toujours ouvertes. Proposez-nous des auteurs, faites-nous dialoguer, confronter avec leurs univers et nous ferons un plaisir. Les littératures africaines, on en parle souvent, mais c'est souvent les conflits, c'est souvent les guerres, c'est souvent la violence qui habite les univers de ces jeunes auteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont sincèrement scruté de nouveaux horizons? Dans quelle réflexion est-ce qu'ils sont, ces jeunes auteurs africains? Mais je crois qu'ils sont dans la rupture. Là, de plus en plus, on sent la rupture par rapport au passé. On parle rarement des littératures postcoloniales. Hein. Très rarement, oui. Ouais. En tout cas, revenez nous voir. Ça nous fera réellement plaisir. Question, réaction, cultureclub@20tv.dz. 4e invité pour la rencontre de ce soir. Samia Znadi, bonsoir. Des éditions APIC. Que vous arrive-t-il, ma chère amie? Rien. Je suis la dernière. Non, c'est bien. Vous pouviez intervenir, bien sûr, je vous l'ai dit dès le début de l'émission. Il n'y avait rien à dire quand les 2 romanciers étaient en train de parler. Il y avait à absorber et à attendre de lire. Plus de production, plus d'auteurs, plus d'univers pour cette 24e édition, Samia Znadi? Oui. Des essais, de la poésie. Ce que j'ai eu à avoir entre les mains, en tout cas. Voilà, on a 4 poèmes, 2 qui sont dans la collection Poèmes du Monde, qui est dirigée par Habib Tengour. 4 romans aussi. Et je vais pas citer les titres, des romans. Non, on les montre, on les montre. Voilà, et puis 3 essais. Ouais. Et comme je dis, apparemment c'est moi qui le dis, parce que moi je pensais que j'avais lu ça quelque part, les fourmis ne font pas de bruit, donc voilà, ça nous fait plaisir d'être au Salon du Livre, de rencontrer des auteurs, de rencontrer des éditeurs, des lecteurs. Et puis cette année, le Sénégal est à l'honneur, donc avec des livres.
Et donc c'est ça qui est important. Une occasion extraordinaire pour vous, seule maison d'édition algérienne à dialoguer avec les auteurs africains, donc justement de traduire, de racheter des droits, de distribuer, de diffuser des auteurs africains. Samia Znadi. Je ne sais pas, les seuls, j'espère que non. Mais bon, je crois que aussi la littérature algérienne, elle fait partie de la littérature africaine. Tout à fait, donc, oui. Ce que je disais, même si on l'oublie très souvent. Oui, voilà, donc on fait tous de la littérature africaine. Simplement, peut-être que nous, on a un certain ancrage et on aimerait casser un peu ces murs qui séparent la littérature nord-africaine du reste de la littérature subsaharienne. Et aussi comment dire, essayer d'être ensemble pour pouvoir exister, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va réussir à s'en sortir tout seul parce que nous avons une industrie d'imprimerie ou parce que nous avons un pays un peu plus grand, c'est le plus grand de l'Afrique. Le marché algérien va s'auto-suffire face aux multinationales qui sont à la mondialisation. Dans l'édition. Donc c'est vrai qu'on a cette approche, mais bon. Que s'est-il réellement passé depuis l'organisation de du deuxième festival le panafricain en 2009? Vous aviez organisé des rencontres, des résidences d'écriture, à travers un très bel ouvrage qu'on a eu du plaisir à présenter, Ancrage. Ancrage africain. Ancrage africain. Oui. Aujourd'hui, les littératures africaines ont-elles réellement envahi les librairies en Algérie? Et connaît-il... Ah, ça c'est en... Mais justement, ça devait être, en tout cas, 2019, ça devait être 50 ans après le premier Panaf, tout à fait, où on avait clôturé, en tout cas le film du festival panafricain. La phrase de la clôture, c'était la culture africaine, elle sera révolutionnaire ou pas. 40 ans après, on a fait le deuxième. Oui. On a fait le deuxième festival panafricain. Et là, on aurait pu parler de 10 ans après le premier, 10 ans après le deuxième Panaf, ou 50 ans après le premier. Qu'est-ce qui reste? On aurait pu en parler, on aurait pu discuter, on aurait pu... Bon, je disais tout à l'heure, heureusement que le Sénégal est ici. Parce que depuis 2 ans, l'espace Panaf est réduit à un espace de débat. Malheureusement, les éditeurs du continent qui étaient... parce que c'était ça l'idée de l'espace Panaf qui est au centre du pavillon central, c'était avoir des éditeurs, avoir des livres, avoir des auteurs, avoir la possibilité d'échanger, de se lire, hein. Je pense que les universitaires, ils ont d'autres lieux pour s'exprimer, pour analyser les textes, pour analyser des poèmes, des faits. Mais pour nous, c'est très important que l'espace Panaf revienne à sa raison d'exister, c'est-à-dire avoir des éditeurs et des auteurs du continent pour pouvoir tisser des liens et faire autre chose. Aujourd'hui, je lisais un texte. Alors, il y a un groupe d'auteurs pour l'instant. Donc, il y a le Front de libération des classiques africains qui vient de naître. Donc il y a des auteurs africains qui ont signé une demande. Il y a en tout cas une naissance d'une bataille. Quelle que soit l'issue de cette bataille, mais la question de récupérer nos classiques se pose. Et puis, au-delà du blabla qui va être dit par rapport aux éditeurs, aux droits, mais il faut la mener. Il faut mener en tout cas, il faut poser ce problème. Tout à fait. Nous, ça va. Enfin, je veux dire, nous, en Algérie, on a quand même... on réussit à avoir plus ou moins une traduction et encore, moi, je dis pas ça va pas. Mais en tout cas, pour beaucoup... Beaucoup de choses restent à faire, d'autres chantiers, encore une fois, et d'autres défis à affronter. Oui, mais en tout cas, il faut poser les problèmes d'une manière correcte. Monsieur Salon est une occasion Gabriel, extraordinaire. les mots ont
Oui, le salon est une occasion, mais bon, on aimerait avoir une continuité. Et la visibilité de nos auteurs sur le continent, Samia? On essaye de le faire, mais tout seul, puisqu'on va au Mali tous les ans. Oui, c'est ce que ça vous pose la question. On va à Dakar quand on peut, on va à Niamey, on va à Ouagadougou, mais APIC, c'est une petite maison d'édition avec très peu de moyens. Ne dites pas petite, hein, ça fait plus presque 15 ans qu'elle existe, plus d'une centaine de titres. On est membre de l'Alliance des éditeurs indépendants, donc ça nous permet aussi de rencontrer des éditeurs, des auteurs sur le continent. Mais je veux dire, on réalise des livres pour des éditeurs du continent, parce que, pour des raisons trop longues à expliquer ici, mais voilà, il y a un manque d'imprimerie. Et donc, APIC réalise des livres pour le Mali, pour le Bénin, pour le Cameroun, pour le Congo, avec beaucoup de problèmes, puisque, bon, mais... Ça, c'est la petite fourmi qui parle, qui ne fait pas de bruit, et qui travaille. En tout cas, la moisson est plus importante cette année. En tout cas, la petite fourmi, elle attend Culture Club pour passer. Hein. Vous êtes la seule émission qui nous ouvre les portes. C'est comme même si je ne serai pas là, il y aura d'autres personnes certainement qui reprendront le flambeau. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. Je vous l'aurai certainement remarqué, l'organisation de cette 24e édition du Salon international du livre a été encore une fois une chance, une opportunité pour justement écouter l'autre dans sa différence et surtout dans son enrichissement. Une petite musique de nuit qui nous annonce la fin de l'aventure à travers ces ouvrages que vous pourrez retrouver à partir de demain chez les bons libraires, les petits libraires de quartier. Allez-y. Alors, il s'appelle Half Done Freeho, ça s'appelle Cher Gabriel. Je vous l'ai dit, bouleversant, déchirant, les doutes, le questionnement, la douleur, mais l'amour triomphera. C'est aux éditions Balzac, ça je vous le conseille vivement. L'éternel exil également à travers cette violence terrible de cette fin du 19e siècle jusqu'à ses enfants dans les années 60 et 70, une forme de malédiction. En tout cas, je vous le conseille, le livre de Mariam Guemache, ça s'appelle Un jour tu comprendras. C'est une biographie romancée donc de Fatma Ait Mansour Amrouche, est paru aux éditions Casbah avec la réalisation de Denis Martinez. Très belle réalisation, il faut également le dire. Quelques ouvrages également de nos amis des éditions APIC. Je le disais encore une fois, au risque de me répéter pour la deuxième et dernière fois, une très bonne moisson pour cette 24e édition. Youssef Tounsi, Rhapsodie des concertants, c'est son dernier roman, paru aux éditions, bien sûr, donc APIC. Akram El-Kibir, celui qui avait commis un superbe livre il y a quelques années de cela, qui s'appelle toujours N'achetez surtout pas ce livre. Je ne sais pas si vous devez vous en rappeler. Oui. En tout cas, ça c'est bien vendu. Akram El-Kibir, Les fleuves impassibles, son dernier roman, je le rappelle, aux éditions APIC. APIC toujours et encore à travers l'ouvrage de Hanan Bouraï, ça s'appelle Alter Ego, à mettre entre toutes les mains. En tout cas, elle sera certainement de passage sur ce plateau, je vous le promets, le voilà. Puis c'est Jawed Rostom Touati qui vous propose La civilisation de l'Ersatz, c'est son dernier roman, c'est bien sûr toujours aux éditions APIC. Et puis, allez, les trois derniers pour la route. Omar Bessaoud, ça s'appelle Agriculture et paysannerie en Algérie, de la période coloniale aux politiques agricoles et rurales aujourd'hui, entre 1962 et 2019, préfacé par Youssef Tounsi, qui récidive encore chez APIC Édition. On avait parlé encore une fois du grain magique qui nous alimente au quotidien. C'est cette parenthèse enchantée qui nous réunit chaque dimanche soir. Taous Amrouche, le grain magique, contes, poèmes et proverbes, je le rappelle, de Kabylie, c'est paru aux éditions Hibr qui nous restitue, qui offre bien sûr à la jeune génération Fatma Ait Mansour, Histoire de ma vie, Hibr, toujours, je le rappelle, encore une fois. Le voilà. Et ça a été encore une fois un véritable plaisir.